Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à l'Hôtel de l'Industrie. Je suis Fabienne Clairaut, la directrice du réseau des diplômés EM Lyon. Alors EM Lyon, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une école qui est née dans le berceau de la gastronomie française à Lyon. Et puis aujourd'hui, c'est une école qui rayonne dans le monde entier avec 5 campus en France et en Chine, à Casablanca. On vient d'inaugurer ce week-end le magnifique campus de Casablanca. Et demain, nous ouvrirons un campus en Inde. EM Lyon, c'est une école de management qui forme des dirigeants, des entrepreneurs dans le domaine du digital, de l'intelligence artificielle, mais aussi, ce sont 2 axes de spécialisation de notre école, dans le luxe et l'hospitality. Et nous avons ce soir avec nous le directeur du MS in Luxury, Michel Fan. Notre école et notre réseau comprennent aujourd'hui 30 000 diplômés qui travaillent dans 126 pays et qui travaillent dans différents domaines. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés, pour animer ce réseau, outre l'équipe de EM Lyon Forever, des diplômés qui sont impliqués, qui sont bénévoles à nos côtés et qui notamment animent des clubs d'affaires. Et ce soir, c'est le club d'affaires Club Luxe, avec Florence, Élodie et Elisabeth qui a organisé la très belle rencontre de ce soir, qui nous accueille. Vous nous avez habitués à organiser de très beaux événements et ce soir c'est un événement d'un très très haut niveau avec des têtes d'affiche, des experts, des stars dans leur domaine. Je suis très très heureuse de vous voir rassemblés ici ce soir autour de nous. Et puis un autre axe qui est important pour nous, c'est de mélanger les générations. Donc aux côtés d'Elisabeth, nous avons ce soir Achille de la Morandière, qui est un futur diplômé, qui est actuellement étudiant à l'EM Lyon et qui est un membre actif d'une association étudiante qui s'appelle Sup de Coteau. Merci à tous, très belle soirée. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans ce très bel endroit qu'est l'Hôtel de l'Industrie en plein milieu de Saint-Germain-des-Prés. Et d'autant plus pour cette superbe affiche où nous allons parler plaisir, gourmandise, qu'elle soit visuelle, olfactive ou gustative, avec 3 maîtres en la matière, et que nous avons l'immense plaisir et privilège d'accueillir ce soir. Tout d'abord, quelques mots quand même sur le club Luxe EM Lyon Forever. D'autant plus que je crois ce soir, il y a beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus à nos manifestations. Le club Luxe, comme l'a dit Fabienne, est animé par Élodie de Boissieu, qui est ici, Florence Brachet, qui devrait être ici, je ne sais pas où elle est, et moi-même. Il a été lancé il y a une 20aine d'années afin de créer une communauté de passionnés, parce qu'à l'époque, on créait encore des communautés physiques et non pas virtuelles, avec pour mission de garder, voire de resserrer les liens entre les camarades qui travaillent dans l'univers du luxe et plus largement des industries créatives. Transmettre la passion de ces métiers, proposer un décodage du secteur et des tendances, stimuler la réflexion grâce au partage d'expériences, voilà l'objectif de nos rencontres que nous espérons inspirantes. Le Club Luxe, c'est donc un lieu de convivialité, de solidarité et d'échange, puisqu'on ne le répétera jamais assez, que ce soit au cours de vos études, mais aussi au cours de votre carrière professionnelle. Le réseau, c'est le nerf de la guerre. Ce club était initialement réservé uniquement aux alumni. Nous l'avons ouvert, d'une part vers les autres grandes écoles, et d'ailleurs c'est une tendance, enfin nous échangeons beaucoup d'informations entre les différents clubs luxe des écoles de l'ESSEC, le SCP, d'HEC, de l'EDEC, enfin toutes les grandes quoi, Néoma aussi. Mais nous souhaitons aussi jeter des ponts vers les nouvelles générations, à l'instar de ce qui se fait au sein de l'école. Donc, d'une part, vers les étudiants, d'où la présence d'Achille à mes côtés ce soir, mais aussi vers les tout jeunes diplômés. Et nous avons, en avant-goût de cette soirée
placé sous le signe du goût et de la création, voulu laisser quelques minutes la parole à deux jeunes diplômées entrepreneuses, deux gourmandes, une aventure qui a commencé avec un simple projet scolaire et qui aujourd'hui devient une belle aventure entrepreneuriale. Je laisse la parole quelques minutes aux deux petites Françaises, enfin les petites Françaises. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes Roxane et Mathilde et nous avons cofondé Les Petites Françaises. C'est la première marque de tasses comestibles faite à la main en France. Alors notre but est simple, c'est apporter un peu de bonheur à chacun au quotidien, une gourmandise à la fois. Et c'est pourquoi nous avons créé des tasses en biscuits sablés faits à la main à base d'ingrédients sélectionnés de qualité, ornés d'un glaçage au chocolat noir. Donc ces tasses, elles peuvent contenir des boissons chaudes, des boissons froides, mais aussi tout type de gourmandise comme de la glace ou de la crème, par exemple. Hop, on fait passer. Et notre marque Les Petites Françaises est vraiment très récente. Ça fait à peine 6 mois que nous existons. Et en ces 6 mois, nous avons réussi à proposer plus de 4000 tasses à des particuliers et des professionnels. Et nous venons de clore une campagne de financement participatif sur Ulule qui a été un véritable succès. Donc on est ravis d'être ici ce soir pour vous faire déguster nos 3 recettes. Cannelle, amande, vanille, sel de Guérande et cacao noisette. Et donc on vous voit après la conférence et on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Merci. Donc, créer du plaisir et le partager, c'est probablement le premier point commun qui lie nos 3 invités ce soir. Et donc, nous allons jouer à un joli jeu de correspondance. Laissez-moi tout d'abord présenter nos 3 intervenants. Pierre Hermé, héritier de 4 générations de pâtissiers boulangers, originaire d'une région réputée en gloire pâtissière, l'Alsace. Pierre Hermé a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans auprès de Gaston Lenôtre, celui que Vogue USA a nommé le Picasso of Pastry, a apporté à la pâtisserie une véritable révolution du goût et une ébouriffante modernité. Il crée la maison Pierre Hermé Paris en 1998, avec son associé Charlotte Nati, après avoir fait ses armes chez des grands noms de la pâtisserie tels que Fauchon ou La Durée. Sa première boutique, il l'a ouverte au Japon en 1998, suivie de celle de la rue Bonaparte tout près en 2001, et par la suite a essaimé à travers toutes les belles capitales du monde. Élu meilleur pâtissier du monde par l'Académie, alors là laissez-moi parce que je le dis toujours dans le mauvais sens, donc par l'Académie des World 50 Best Restaurants en 2016, est classé 4e dans la liste des 50 Français les plus influents du monde par Vanity Fair. La même année, Pierre Hermé met sa maîtrise technique, son talent et sa créativité au service du plaisir de tous les gourmands. C'est aussi le plaisir, encore et toujours, qui l'amène à des collaborations dans de nombreux domaines, et en particulier dans le parfum, univers qui le passionne. Et moi, j'ai la chance de vous présenter Stéphane de Renoncourt, qui est dunkerquois et a décidé de descendre à Bordeaux en 1982 pour apprendre le métier de vigneron. Et en 1985, il a fait la rencontre de Paul Barre, qui l'a initié dans ce monde, et il l'a initié aussi à la biodynamie, qui était à l'époque vraiment à ses débuts. Et ensuite, en 1990, si je ne me trompe pas, il a été maître de chai de Pavie-Maquin. Et en 1999, il a décidé de créer sa boîte de consulting dans le vin. Et aujourd'hui, sa société, avec ses 3 associés, conseille et accompagne plus de 140 domaines à travers le monde, des pays aussi bien comme l'Italie ou la France, qui sont des terres viticoles plutôt, on va dire, anciennes et ancestrales, mais aussi bien des pays moins connus comme la Géorgie ou l'Ukraine.
Jean-Michel Durier. Alors, ils sont moins de 600 dans le monde. Jean-Michel Durier exerce le métier de nez depuis 30 ans maintenant. 32, pardon. Contrairement à bon nombre de ses confrères, il n'est pas du sérail grassois, où l'on est parfumeur de père en fils depuis des générations. Mais Jean-Michel, lui, est né à Amiens, dans le Nord, donc un point commun qu'il partage avec Stéphane de Renoncourt. Après 30 ans donc de parfumerie, ou 32 ans de parfumerie, au service de grandes maisons et de grands groupes, comme Jean Patou, Rochas, Procter & Gamble, Kao Corporation. Il fonde en 2016 sa propre marque, Jean-Michel Duriez Paris. Sa maison compte aujourd'hui 11 parfums, tous créés dans la grande tradition de la parfumerie française, avec les meilleurs ingrédients. Mais Jean-Michel Durier aime penser qu'au fond, au lieu de créer des parfums, il fabrique des souvenirs, tant le sens de l'odorat le fascine. Donc voilà pour les présentations. Nous allons passer donc à notre débat et rentrer dans le vif du sujet avec une première question qui s'adresse à vous trois, auxquelles vous allez répondre successivement. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce métier, et qu'est-ce qui a déterminé votre parcours? Pierre-Henri, vous voulez commencer? Pour moi, c'est très facile. Étant issu d'une famille de boulangers-pâtissiers depuis 4 générations, c'est mon père qui m'a donné envie de faire ce métier par la passion qu'il mettait à l'ouvrage. Et j'avais jamais l'impression que c'était dur pour lui de travailler, même s'il commençait, il se levait le matin à 2 heures pour faire le pain. Pour lui, c'était un bonheur. Et je crois que s'il m'a communiqué ça, et dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Voilà, Puis après, j'ai eu la chance de faire mon apprentissage dans une maison formidable qui est la maison Le Nôtre, dans les milieu des années 70. Et c'est vraiment ce qui a posé les fondements de mon savoir-faire, savoir-faire sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui, parce que les bases étaient solides, bonnes. J'y ai appris l'importance de l'organisation pour produire de la qualité, le sens de l'organisation, le sens du détail, le goût des matières premières de qualité, qui sont des choses essentielles pour faire tous les jours de bons gâteaux et de bonnes pâtisseries. Voilà. J'ai eu cette chance. D'accord. Qui veut reprendre après? Pardon. Vous voulez continuer? Non. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne peux pas dire effectivement que c'est une histoire de famille, parce que donc, dans ma famille, il y avait un papa avocat et une maman qui a été assistante sociale dans ses débuts. En revanche, c'est une histoire de famille parce que tout le monde se parfumait dans ma famille. J'ai 56 ans, donc à cette époque-là, en province, c'était peut-être pas si courant que ça, que toute la famille se parfume. Et je suis donc arrivé dans ce monde d'abord en collectionnant des échantillons de parfums, des publicités. On l'a tous fait, je crois, non? Voilà, on va faire des échanges. Voilà. Et puis, d'abord fasciné par l'objet, puisque pour moi, la découverte d'un parfum, c'est voir d'abord et sentir ensuite. Donc d'abord fasciné par l'objet. Il faut dire qu'ils sont souvent très bien travaillés, aussi bien les publicités que les flacons. Et puis en les ouvrant, j'ai découvert vraiment un monde incroyable. Quelle était la raison pour laquelle je me suis accroché à ce sens de l'odorat? Je ne peux pas le dire, mais je m'y suis vraiment, vraiment accroché. On aura bien sûr l'occasion, puisque c'est un peu aussi le thème de la soirée, de parler de l'autre sens très fortement lié à l'odorat, c'est-à-dire le goût, qui m'est venu en même temps. Et donc quand j'ai découvert un jour qu'il y avait un métier derrière la création des parfums, moi au début je pensais que c'était Madame Chanel, Monsieur Saint-Laurent, qui en plus d'être des couturiers géniaux, étaient aussi des créateurs de parfums. Donc quand j'ai découvert qu'il y avait des écoles de parfumerie, là j'ai su quelle allait être ma voie, et c'est voilà ce que j'ai commencé en 1986. 32. 32, oui. Stéphane? Alors moi, j'ai pas du tout choisi ce métier. Non. Le métier vous a choisi alors? Ouais, c'est un peu ça. En fait, moi, comme Achille l'a dit, je viens du nord de la France.
Et j'ai eu une jeunesse un peu tourmentée. Et à 18 ans, j'ai compris qu'il fallait que je change de vie, que je parte. Et je suis allé à la NPE et j'ai trouvé un job pour aller couper du raisin dans le Bordelais. Et donc je l'ai fait, puis j'ai trouvé que c'était sympa là-bas et je me suis dit que je vais rester. Et ensuite, j'ai cherché du boulot pour pouvoir payer mon loyer. Et en fait, du boulot là-bas, quand on vit à la campagne, il n'y a que la vigne. Donc j'ai fait tous les petits boulots de la vigne. J'ai détesté ça, vraiment. Et puis ça a duré 3 ans. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot un peu plus intéressant, avec un type assez passionné. Et là, j'ai découvert la fermentation. Et la fermentation, pour moi, ça a été... j'ai vu la Vierge. Et j'ai dit, voilà, c'est le métier que je vais faire. C'est le métier que je vais faire parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais tant souffert avant. Puis parallèlement à ça, je pense que c'est un métier, la vigne, où on parle beaucoup de terroir, d'enracinement. Et peut-être qu'à cette époque, j'avais besoin de ça et ça m'a bien convenu. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la première émotion qui a été pour vous gustative ou olfactive, quelle qu'elle soit, peut-être Pierre Alors des émotions gustatives, c'est plutôt le chocolat au lait, parce que quand mon père fabriquait les chocolats, il faisait ça le dimanche pour être tranquille, et donc parce que le dimanche en Alsace on était fermé. Et donc j'allais le voir et puis je grappillais les morceaux de chocolat qui venaient de chocolat fondu, qui venaient de durcir. Et c'est là que le chocolat est le meilleur. Ça, j'ai bien en tête. Après, des odeurs, j'ai l'odeur du parfum de ma maman que je lui ai choisi. Je devais avoir 8 ans. J'avais choisi un parfum... j'avais été avec ma grand-mère lui acheter un parfum et c'était Calèche de Hermès et qui est resté son parfum jusqu'à la fin de ses jours, donc et qui pour moi est un souvenir, pour mon premier souvenir de parfum. Et après très tôt j'ai commencé à porter des parfums, des eaux de toilette parce que j'aime ça. Bon, alors là il y a un moment grave dans cette soirée. Pierre, est-ce que tu m'as copié? Est-ce que tu as lu mes interviews? Est-ce que tu as révisé avant de venir? Non mais c'est dingue, on n'en a jamais parlé, on se connaît depuis très très longtemps. J'ai exactement la même anecdote, c'est complètement dingue. Alors il faut quand même que je vous la raconte, parce que sinon, c'est... Voilà. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais passionné de parfum vraiment depuis ma tendre enfance, et parmi mes premiers achats avec mon argent de poche, un jour j'ai décidé, comme je pensais m'y connaître un peu en parfumerie, d'offrir un cadeau pour ma mère, à la fête des mères. Et je suis allé donc dans une parfumerie à Amiens, et je me vois encore aujourd'hui très très bien sentir différents parfums, Chanel 5, Shalimar, voilà, tous les parfums un peu de l'époque, Rive Gauche, etc. Non, Rive Gauche, c'était pas encore cette année-là. Et je voulais vraiment faire, ça n'existait pas ce mot à l'époque, mais le personal shopper, quoi. Je voulais vraiment choisir le parfum parfait pour elle. Et en sentant tous ces parfums, je les trouvais très bons, très bien faits, mais je n'avais pas l'émotion, je n'avais pas le choc. Et jusqu'à ce qu'à un moment, j'en sente un qui est Calèche d'Hermès. Et, ah mais oui, tu vois, c'est pour ça, il y a un truc là. Hein. Je sens Calèche d'Hermès, et là, je me dis, mais ça c'est pour elle. Ça, ce parfum-là, c'est ça que je vais acheter parce que je suis sûr de mon coup, ça va très très bien lui aller. J'achète le parfum, et elle m'a raconté, parce que ça je ne m'en souviens pas, et c'est drôle parce que le choc pourtant émotionnel et olfactif est plutôt à ce moment-là, elle ouvre le paquet et elle me dit « Ah, Calèche d'Hermès, c'est drôle, c'est le parfum que je portais à ta naissance ». C'est donc un parfum que j'avais senti pendant des années. Alors Calèche est sorti en 1961, comme moi, la même année, donc je suppose qu'elle avait acheté ce parfum. Comme nous deux, oui, voilà, on a un mois d'écart. Une grande année, donc. En vin, peut-être aussi. Et en vin aussi, je crois, non 61. Voilà. Très belle année. Et donc, voilà, j'avais pas senti ce parfum ensuite pendant des années. J'ai ce choc olfactif, je suis sûr que c'est pour elle, et effectivement, c'était le parfum qu'elle portait à ma naissance. Ça, c'est fou, ça. Oh, on n'en avait jamais parlé, dites-moi. Il faut faire une conférence pour s'en rendre compte. Une émotion gustative? Alors, émotion gustative, j'ai pas une émotion précise. J'ai des souvenirs d'enfance, donc là, effectivement, je crois que
Je pourrais vraiment, il faut que je fasse un choix, et je crois que le choix que je vais faire, c'est le roast beef frites du dimanche. C'était vraiment un moment important. Alors je suis devenu quasiment végétarien, je suis flexitarien aujourd'hui, mais j'ai un amour de la viande rouge, du roast beef, et je pense grâce à ça. C'était extraordinaire ces roast beef du dimanche. Stéphane ? Moi, mes premiers souvenirs sont des mauvais souvenirs, en fait. Ouais, parce que en fait, ça remonte à loin. J'étais petit et je voyais pas beaucoup mon père, parce qu'il travaillait tard le soir, et donc souvent on était couché. Donc le week-end, c'était des moments un peu privilégiés. Et lui, il adorait nous faire découvrir des saveurs un peu nouvelles. Et sur des petits enfants, faire découvrir l'amertume, l'anchois, des choses, c'est pas facile. Et lui, il avait un jeu un peu pervers, c'est qu'il mélangeait les saveurs. Donc je pouvais manger une tartine avec un chocolat tartiné et un anchois dessus, vous voyez. Ouais. Et en fait, okay. Donc ça, donc voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais qui finalement aussi m'a permis très tôt de pouvoir appréhender des saveurs un peu qui plaisent pas en général aux petits enfants. Mais ma grande émotion, je l'ai eu très tard en fait. Elle est liée au vin. C'est qu'un jour, c'était dans les années 80. À l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'essaie toujours d'épargner un peu d'argent pour m'offrir des grandes bouteilles. Et un jour, je me suis offert une bouteille d'un Saint-Émilion, un grand Saint-Émilion qui s'appelle un Figeac 71. Et c'est la première fois où j'ai senti dans un vin l'odeur de pétales de rose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé et qui m'a vraiment, qui m'a vraiment mis dans le sens d'aller dans la recherche des vins, d'aller chercher vraiment la notion de terroir, parce que c'est vraiment lié à un sol particulier, de pouvoir obtenir cette note sur un cabernet. Et ça m'a vraiment conforté dans ce chemin-là. Et après, ça a vraiment bouleversé et dirigé ma recherche personnelle, en fait. D'accord. En dehors du fait que vous soyez tous les trois entrepreneurs aussi, est-ce que vous vous considérez comme créateur? En dehors de créateur d'entreprise. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai créé cette entreprise avec un ami qui s'appelle Charles Nati. On s'est réparti les rôles d'une manière un peu arbitraire. Il n'était pas pâtissier, donc c'était facile. Donc, mon rôle, c'est tout ce qui est autour du produit. Donc, ça veut dire la création des produits, la mise en fabrication des produits et jusqu'à la manière de les commercialiser. Et lui, surtout le développement et marketing et communication. Puis toutes les décisions importantes, on les a prises ensemble. Et donc c'est vrai que mon travail du quotidien, c'est vraiment les produits et la création des produits. De l'idée jusqu'à la mise au point et puis ensuite la mise en fabrication. Ça veut dire donner les moyens aux équipes de produire tous les jours les gâteaux que j'ai créés et donner les moyens matériels, humains, matières premières, conditions pour qu'on puisse produire tous les jours les meilleurs gâteaux possibles. Est-ce que je me considère comme créateur? Maître parfumeur, créateur. Alors déjà, j'en ai créé quelques-uns. Et mon métier officiellement s'appelle parfumeur créateur. D'accord. C'est une appellation qui a été déposée par une association qui s'appelle la SIPC, donc la Société internationale des parfumeurs créateurs. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a de plus en plus de maisons de parfums qui sont créées aujourd'hui, et certaines avec des gens qui prétendent être des nés et qui n'en sont pas, et donc ils ont voulu officialiser ce métier, faire exister ce métier d'une manière un peu plus officielle. Est-ce que je me considère comme créateur? Oui, mais pourtant ce n'est pas la chose la plus importante dans ma vie. Vous disiez tout à l'heure qu'au fond j'ai souvent l'impression de ne pas créer des parfums, mais de fabriquer des souvenirs. Et je crois que c'est plus dans cette partie-là que je me sens le plus à l'aise. J'adore raconter des histoires, et si ça peut être avec mes parfums, c'est encore mieux. Je pense qu'avec les parfums, on raconte beaucoup de choses.
notamment avec ce sillage qu'on laisse, qu'on partage, qui est invisible, et qui va s'installer comme ça, donc de façon invisible dans la mémoire des gens, qui va laisser une trace, et très souvent indélébile. On a tous, si on vous interrogeait les uns après les autres, un souvenir olfactif, émouvant ou important d'un parfum qu'une personne importante a porté dans notre vie. Et donc voilà, donc ça raconte vraiment quelque chose. Stéphane de Renoncourt, créateur. Non, moi j'ai pas du tout l'impression d'être un créateur, non. Parce que en fait, faire du vin, c'est davantage un travail artisanal, parce qu'on est quand même bordé par pas mal de paramètres. On a un cahier des charges. Donc le premier, c'est la limite du sol, puisque l'identité du vin, elle vient du sol. Donc je dirais davantage que c'est un travail artisanal, de réflexion, d'observation, et qui doit un petit peu finalement, non, on doit se mettre plutôt en retrait. Et donc c'est davantage une sensibilité, une capacité d'observation plutôt qu'une création. Même si peut-être que pour interpréter tous ces paramètres, il faut être un petit peu créatif dans la manière, dans le process. Mais très jeune, je me sentais un peu créateur parce que j'avais un peu pris le melon avec un succès assez immédiat et assez fort. Mais après, ça m'a vite passé en fait. Non, je crois que je suis davantage un artisan. D'accord. Et justement, Stéphane, dans cette partie-là, pour vous, le vin, c'est vraiment une création chaque année ou plutôt une réinvention à chaque nouveau millésime? Quel est votre ressenti? Est-ce que vous êtes dans l'optique de créer un nouveau vin ou justement de réinventer un nouveau vin grâce au millésime, à l'influence du terroir, mais bien évidemment du climat aussi qui influe beaucoup sur le vin tous les ans, ce qui fait qu'on a des vins différents chaque année? Il y a beaucoup de choses dans le monde du vin. Et déjà, le vin, c'est large, quoi. Ça dépend de quel vin on parle. Si on est missionné pour un grand cru, par exemple, un grand château, il faut déjà connaître l'histoire de ce château. Il faut comprendre aussi les successions familiales qu'il y a eu dans ce château, le style. Il faut aussi comprendre le lieu, ça c'est très important. Après, c'est vrai que l'effet millésime, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que s'il y a une petite part de créativité, c'est là qu'elle est. C'est-à-dire de déjouer les pièges de la nature, de garder de la fraîcheur dans un millésime solaire, ou d'aller acquérir de la maturité dans un millésime un peu compliqué. Donc ça, c'est un petit peu le challenge. Mais franchement, je crois qu'il faut vraiment avoir une idée globale du produit. Et mon travail, et plus je vieillis, et plus j'ai l'impression que c'est l'essence de mon travail, c'est justement d'épurer pour arriver à exprimer le lieu. Et après, évidemment, les options de vinification ou d'élevage impriment un peu un style, mais là encore, il doit être complètement épuré. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de paramètres à considérer. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est justement de se mettre en avant, où là, on peut tomber dans une espèce d'uniformisation des produits, ce qui serait vraiment un drame pour les grands châteaux. Donc, Jean-Michel, comment crée-t-on un nouveau parfum? Comment est-ce qu'on crée un nouveau parfum? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités, parce que donc on part de quelque chose, on part d'une idée. Souvent, quand je crée un parfum, je pense non pas au début, mais à la fin, puisque je veux aussi raconter des histoires et créer des émotions. Et quand je crée un parfum, je voudrais être sûr que les émotions qu'il va véhiculer, à travers sa rondeur, son équilibre, la qualité de ses matières premières, ses ingrédients, les matières naturelles, bien mariées avec des matières de synthèse, qui vont créer de nouvelles odeurs, soit parfaites. Il y a donc cette envie de créer des émotions. Mais bien sûr, tout commence quand même par un laboratoire. Et donc, dans un laboratoire, on va d'abord utiliser des techniques, on va mélanger des choses et on va essayer de sculpter des odeurs. Donc, il y a comme dans beaucoup, bien sûr, d'autres métiers, cette partie aussi technique
qui est passionnante, parce que voilà, quand on est créateur de parfum, forcément, on s'intéresse aux matières premières. On est allé voir, Pierre, on l'a fait ensemble une fois, les matières premières naturelles sur place, des citrus, des hespéridés, des fleurs en Égypte, des épices, etc. Donc on a d'abord cet amour de la matière première, et puis après on veut surtout pas, on ne veut pas l'enlaidir, au contraire, on veut lui donner des partenaires. Je compare aussi souvent la création en parfum à une espèce de film avec un scénario et des acteurs. Il y a souvent des acteurs principaux, alors vous avez 2-3 ingrédients qui sont là en premier et qui vont être un peu plus détectables, et puis après vous avez tous ceux derrière qui ne sont pas rien dans le film en question et dans le scénario en question, parce qu'ils vont donner de la richesse, de l'épaisseur, de la densité, et un fond qui va aussi servir le travail des acteurs principaux. Donc je mélange des ingrédients, qu'ils soient importants en quantité ou plus discrets, et puis au final, j'espère, alors là c'est une chose un peu technique et même peut-être un peu personnelle que je vais vous dire, mais quand je sens des odeurs, j'attends qu'elles vibrent. C'est-à-dire que quand elles passent dans mon nez, j'essaye de ressentir une forme de vibration. C'est très vrai et c'est très personnel. Quand je crée donc tous mes essais, arrivé au moment où je sens que cette création, ce parfum, vibre dans mon nez, en tout cas dans ma tête, dans mon ventre, à ce moment-là, je pense que peut-être je ne suis pas loin d'être arrivé. Et c'est à ce moment-là où peut-être je vais lancer ce parfum. Voilà, donc faire vibrer aussi les gens avec cette création. D'accord. Et vous, Pierre Hermé, comment vous vient l'idée de créer un gâteau ? En fait, je vais répondre à la question par un biais. En fait, la capacité à créer, elle s'appuie d'abord sur une bonne connaissance des matières. Quand je dis connaissance des matières, c'est l'odeur, le goût, la texture, mais aussi d'où ça vient, qui l'a faite, dans quoi on l'utilise, quelles sont les différentes variétés existantes. Donc une très bonne connaissance des matières premières, une très bonne connaissance des techniques, des savoir-faire. Et puis ensuite, c'est ma capacité à me projeter dans un goût, dans une association de saveurs qui me permet de créer des gâteaux, des macarons, des glaces, des chocolats, toutes sortes de produits, souvent à partir d'un ingrédient, mais aussi parfois les déclencheurs sont d'autres natures, telles qu'une discussion avec quelqu'un. Je me rappelle d'une discussion avec Jean-Michel qui m'explique que le parfum femme de rechasse, c'est pêche, rose, cumin. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal ça. Et j'en ai fait une tarte pêche, rose, cumin. Donc, et qui est juste une merveille. Et ça, c'est venu spontanément dans la discussion, parce que je l'ai fait en direct en plus. Elle a un nom de baptême, Elle s'appelle Audace. D'accord. Je ne l'ai pas appelée femme de rechasse parce que justement, c'est pour ça que je vous aurait été demandais. culotté. Mais je l'ai appelée Audace parce que c'est vrai que c'était culotté. Alors, je me suis appuyé sur des souvenirs d'enfance. Par exemple, pour cette tarte, mon père faisait une tarte au quetch sur laquelle il parsemait un sucre au cumin. Et donc, du coup, j'ai fait une tarte avec une pâte brisée, une crème d'amande parfumée à la rose, des pêches, parce que je me suis dit, s'il y a de la pêche, il faut qu'on la sente, il faut qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'il ait le rôle principal, il faut que la pêche, pardon, elle ait le rôle principal, et que le cumin, parce que le cumin, c'est pas facile, arrive juste par petites touches, donc avec ce sucre au cumin que l'on met au dernier moment sur la tarte. Donc c'est une tarte que lorsque le client l'achète, on lui donne un petit récipient de sucre au cumin à mettre au dernier moment sur la tarte. Et du coup, j'ai cherché, parce que le cumin, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, donc j'ai cherché aussi le goût du cumin. Je me suis documenté sur le goût du cumin, et il y a vraiment cumin et cumin. Waouh! Et j'en ai trouvé un d'un fabricant qui s'appelle les Saveurs de Cachemire, qui est d'un parfum, d'une élégance qui est folle, folle, folle. Ce côté citronné du cumin
et pas ce côté profond, âcre du cumin. C'est juste, c'est ce qui fait tout le goût de la tarte. Et puis les déclencheurs sont également une image. Je me rappelle un jour, j'avais visité une expo Klein à Beaubourg, et ça m'a déclenché plein d'envies, plein d'images, pas en rapport avec ce que j'avais vu, mais ça m'a donné plein d'envies. Notamment, ce qui m'avait impressionné, c'était les éponges bleues. Je trouve ça d'une sensualité et d'une beauté totale. Et puis, ça peut être une photo, ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être une lecture. Les déclencheurs sont nombreux, pour peu qu'on soit un peu à l'écoute et sensible à ce qui nous entoure. Est-ce que je peux faire l'intervieweur aussi, s'il vous plaît? Oui. En fait, Pierre m'a aussi raconté la création. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quelquefois, la création n'est pas en une fois, mais elle peut être en plusieurs étapes. Et est-ce que tu peux nous raconter la création d'Ispahan? J'allais poser la question. Pardon. Alors, qui s'est fait en plusieurs étapes. Donc, oui, il s'est fait en plein d'étapes. Ispahan, donc c'est un gâteau aujourd'hui qui est rose, rose, litchi et framboise. C'est aujourd'hui l'association de saveurs fétiche vraiment emblématique de la maison. Et elle a connu des débuts difficiles. La découverte pour moi en 1984-85 du goût de la rose à travers la cuisine bulgare. Donc c'est ça qui a déclenché l'envie d'utiliser la rose. Après, je ne savais pas trop par quel bout le prendre, mais j'aimais bien l'idée de la rose. Je trouvais ça m'a impressionné. Et j'ai fait une association rose-framboise dans un gâteau qui à l'époque s'appelait Paradis. J'ai fait ce gâteau pendant 10 ans parce que je trouvais qu'il était vraiment très bon. Il a eu un succès très limité. À l'époque, j'étais chef pâtissier de Fauchon, et s'il y avait eu un directeur marketing ambitieux, il aurait dit il faut le retirer, ça ne se vend pas, machin. Mais bon, il n'y avait pas ça. Et donc, 10 ans après, ce gâteau était composé d'un biscuit imbibé à la rose, de framboises fraîches, de bavaroise à la rose, donc il était très mousseux, très léger, et j'avais envie d'un gâteau un peu plus structuré. Entre-temps, à travers la dégustation du vin, du Gewürztraminer, et à travers la dégustation du litchi, j'avais compris que le litchi avait des parfums de rose. Et donc je me suis dit, mais j'aimais bien le côté fruité du litchi, qui apportait quelque chose de supplémentaire. Et du coup, j'ai fait cette association. J'ai créé un gâteau qui était beaucoup plus structuré, avec un biscuit macaron, donc qui a plus de mâche, une crème au beurre. Alors que c'était à contre-courant à l'époque, parce que la crème au beurre avait mauvaise réputation, une réputation de lourdeur. Donc j'ai trouvé le moyen de faire une crème au beurre qui est très léger, qui reste pas grasse en bouche, qui donne pas cette sensation grasse. Et puis des framboises fraîches toujours. Et Ispahan a connu un succès quasiment, on va dire 1 ou 2 ans après avoir été lancé. Et aujourd'hui, donc, j'ai développé 70 produits, au moins 70 recettes autour de cette association de saveurs, et qui nécessitent à chaque fois une réinterprétation de la saveur. Parce que les gens disent c'est une déclinaison. Non, ce n'est pas une déclinaison, parce que ce n'est pas systématique, et que chaque fois, que ce soit dans le croissant, que ce soit dans la confiture, que ce soit dans le bonbon chocolat, que ce soit dans le latte Ispahan, ça nécessite de réinterpréter l'association de saveurs, de recréer différemment l'équilibre entre la rose, le litchi et la framboise. On s'approche en fait beaucoup de la création de la création d'un vin chaque année en fait. Dans la notion d'assemblage. Ouais. Ouais, dans la notion d'assemblage. En fait, parce qu'en fait, selon les régions, il y a ou non assemblage. Donc les exercices de style sont différents. Mais c'est vrai que moi, l'assemblage, puis en plus, j'ai démarré à Bordeaux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que ça permet d'avoir comment dire, un travail à long terme. Et j'ai beaucoup aimé quand vous disiez sculpter des odeurs,
Finalement, le vin, c'est ça aussi. Ouais. Parce que le vin, c'est pas seulement des odeurs, c'est aussi des formes. Et les formes, elles sont très liées, encore une fois, au sol. Je parle beaucoup du sol. Le sol, finalement, c'est quoi? C'est de la terre. Et dans la terre, il y a une proportion d'argile, il y a une proportion de sable, et souvent, il y a une roche-mère, plus ou moins intéressante. Et très souvent, enfin, moi, ma préférée, c'est la roche calcaire, parce qu'elle a cette magie de pouvoir transformer beaucoup les choses, non seulement les arômes, mais aussi les goûts. Et donc, en fait, on a un peu une base de données, quand on connaît les sols, de savoir un petit peu, en les regardant, en les touchant, quel type de vin on va faire, au moins dans la forme. C'est-à-dire que plus une terre est argileuse, et plus vous allez faire un vin qui sera d'une forme carrée en bouche. Plus cette argile va s'affiner. Il y a une analyse qui est magnifique, qui s'appelle la surface interne des argiles. En fait, une argile, c'est une succession de petits feuillets. Et on pourrait comparer, si on compare un gramme d'argile à un livre, et si on arrache toutes les pages du livre et qu'on met ça par terre et qu'on calcule la surface, les plus belles argiles qu'on peut trouver à la Romanée Conti, qu'on peut trouver à Pétrus, par hasard, elles peuvent monter jusqu'à 750 mètres carrés par gramme. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement fou. Et les plus basses, ça peut descendre à 250, où on ne peut même pas faire du vin, on est dans la poterie. Donc toute cette connaissance-là, elle va vous donner une idée de la forme du vin. Et ensuite, il va y avoir aussi cette question de roche-mère qui a cette magie, cette capacité à bouleverser des arômes. Je vais prendre un exemple simple. Si on est à Saint-Émilion, on a des sols sableux. Donc si vous mettez un merlot sur un sable, il va sentir, s'il n'est pas trop mûr, à bonne maturité, il va vous donner des parfums de framboise qui seront jolis, mais qui sont simples. C'est la framboise. Si vous mettez sur l'argile, c'est un sol plus froid, il va y avoir une notion d'acidité un petit peu plus forte, et là vous allez transformer sur des arômes un peu plus cerises, un tout petit peu plus acide, un petit peu plus froid. Et puis par contre, vous amenez le calcaire, et là il va se passer quelque chose de magique, c'est que les arômes, ils vont se transformer en arômes floraux. Vous pourrez avoir de la violette, vous pourrez avoir de l'iris, vous pouvez avoir des choses un peu épicées, un peu poivrées, vous pouvez avoir jusque de la truffe noire. Et ça, c'est vraiment... Et en fait, en bouche, vous avez la même chose. Si je reprends un vin issu d'un sol sableux, il va vous donner une forme assez sphérique dans la bouche, peu complexe, agréable, mais pas grande. Un sol argileux, il va vous donner, comme je vous disais, une forme assez carrée. Plus c'est argileux, plus ce sera rustique. Et un sol argilo-calcaire, alors vous allez retrouver dans l'effet du calcaire dans la forme du vin. Je parlais de forme, c'est-à-dire que vous allez avoir un tanin qui sera légèrement poudreux, un peu crayeux. Et ça, c'est très très agréable parce que ça vous donne une sensation soyeuse. Et surtout, parce que le calcaire en général, c'est issu de fonds marins, donc ça va garder beaucoup de salinité. Ça peut donner des côtés iodés. Et cette salinité, quand vous êtes sur un vin issu d'un fruit mûr, vous avez la sucrosité du fruit mûr qui vous donne quelque chose de très sensuel en attaque, mais qui ne s'alourdit pas parce qu'il y a la notion de calcaire qui va prolonger la deuxième partie de bouche et qui va vous laisser une bouche très propre, un peu saline, et qui vous permet de reboire un deuxième verre, ce que les viticulteurs adorent. J'aime bien cette description des vins salins parce que c'est quelque chose que je retrouve dans certains vins. Et c'est les vins blancs du domaine Abatouch qui m'ont fait toucher de près. Et depuis, je découvre parfois sur certains vins, c'est une espèce de tension. Exactement. J'adore ça, quoi. Mais en fait, moi, je pense sincèrement que c'est un peu le calcaire, c'est l'origine du vin. Je pense que la vigne, c'est une plante calcicole au départ. Elle naît au Moyen-Orient, il y a à peu près 6000 ans, on a retrouvé des fouilles en Turquie, et ensuite elle va coloniser tout le bassin méditerranéen jusqu'à arriver à Rome et ensuite être développée. Si vous prenez les grandes appellations, on a les vins les plus recherchés, alors un peu moins aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde de marketing avec des moyens financiers, vous pouvez d'une merde en faire un truc très recherché, mais ça c'est un autre problème. Mais si vous regardez historiquement, dans la salle. historiquement les grandes régions viticoles, très souvent elles sont calcaires. La Bourgogne, c'est un support calcaire. Le Bordelais, c'est un support calcaire. Même si Médoc, on dit que ce sont des sols de grave, les sous-sols sont calcaires. Et c'est l'enracinement profond qui permet de pouvoir un peu organiser cette magie. Barolo, qui est un peu le vin majeur d'Italie, on dit que c'est la petite Bourgogne italienne, c'est un support calcaire. Et évidemment toute la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, et le Nouveau Monde n'a pas de calcaire. Donc le Nouveau Monde a fait sa percée quand on est devenu un petit peu débile avec la mondialisation et qu'on s'est mis à bouffer des choses sucrées.
Et là, on nous a apporté des produits sucrés et on a applaudi. Et en fait, c'est pas des produits complexes. Aujourd'hui, on en revient un petit peu. Bon, il y a quelques stars qui ont réussi à faire leur trou et qui font des bons vins, c'est pas la question. Mais je veux dire, dans la colonne vers vous devez connaître aussi des parfums que vous trouvez relativement médiocres et qui ont un grand succès. Dans le vin, c'est pareil. Je vois pas. Des soupes, on appelle Alors ça. ça, c'est effectivement un long sujet, effectivement. D'ailleurs, on retrouve dans vos trois domaines respectifs, on trouve vraiment un vocabulaire commun, on trouve des termes communs, on les entend, et moi, dans le vin, je les entends aussi bien dans les mêmes termes dans la bouche de Pierre Hermé que dans la tienne, dans la vôtre, pardon. Mais est-ce qu'il y a vraiment des différences et surtout des points communs dans vos trois domaines qu'on peut un peu déceler maintenant? Je crois que c'est la sensualité, c'est ça qui nous motive. Vous avez un peu de temps ? On travaille avec les sens. On a du temps, je vérifie. Et l'émotion aussi, je pense. Ouais. Alors, non, vous vouliez peut-être qu'on développe. Peut-être. Parce que là, Non, mais là, je vous sens en carafe. Non, mais sans faire de mauvais jeu de mots, je vous sens en carafe. On commençait à parler d'émotion mais... et c'est un terme qui est très important aussi bien dans la pâtisserie que dans le vin ou dans la parfumerie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on pourrait... Alors, il y a un mot qu'on va découvrir ce soir qui s'appelle koan. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le koan? Pas du tout. On a tous ça. C-H-O-A-N-E. Et en fait, le koan, c'est notre deuxième nez, c'est notre deuxième orifice. C'est-à-dire que quand on parle de nez, on parle des deux narines extérieures que tout le monde connaît, mais on a aussi une narine intérieure qui est donc pas là, l'endroit où passent les odeurs quand on mâche. Et donc quand on a en bouche un aliment, ou un vin, bien sûr, donc l'odeur de cet aliment, on le sent. Et donc on le sent par cet orifice qui s'appelle le koan. Et donc ça provoque ce qu'on appelle aussi la rétro-olfaction. Donc là, ça peut peut-être déjà un peu répondre à votre question, puisque donc, alors je ne sais plus comment on appelle ce terme, c'est grumer, c'est ça? Enfin, quand on provoque un vent, enfin un courant d'air donc en bouche, c'est pour alimenter cette rétro-olfaction à travers ce koan. Et donc le sens du goût... Pardon, c'est ce qui rejoint le palais avec le nez. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à l'arrière, c'est la rétro-olfaction, donc ça entre là, mais ça entre aussi par là, et ça va au même endroit, c'est-à-dire donc le nerf olfactif et donc la transformation des odeurs en une information électrique qui va être analysée, comparée avec la mémoire, et donc où on va tirer une information, et donc quelquefois une émotion, quelquefois une répulsion, etc. Donc ça, c'est, je pense, notre point commun, c'est, s'il y en a un, c'est le nez. Et le goût aussi, parce que, alors moins dans votre domaine, mais je pense que... Allez-y Pierre. En fait, pour revenir au point commun, on les a mis en lumière tous les deux dans un livre qui s'appelle Au cœur du goût, et qui nous a amené à confronter nos deux disciplines. D'une part parce que Jean-Michel est un grand nez, et puis il est amateur de gastronomie. Et moi, je suis pâtissier, donc j'aime travailler aussi avec le sens gustatif, mais j'adore les parfums. Et nous avons commis ce livre où on a confronté nos deux univers, ce qui nous a amené la tarte audace et un certain nombre de recettes qu'on a discuté, échangé, et sur lesquelles on a trouvé des points communs qui ont pu aboutir à certaines de ces recettes ou des évocations que nous avons eues, que nous sommes racontées et qui ont débouché sur des recettes. Il y a dans ce livre à la fois des choses à lire, beaucoup, et puis des recettes, parce que pour un livre de pâtisserie, si on n'a pas de recettes, ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai que je me serais moins contenté de la qualité de l'échange avec Jean-Michel, parce que c'était vraiment passionnant, et j'ai appris beaucoup sur le goût en discutant avec Jean-Michel, en échangeant avec Jean-Michel dans ces échanges. Et puis, j'ai appris beaucoup sur les parfums aussi, surtout. C'était une jubilation parce qu'on se voyait pendant environ 2 ans à 8h le matin tous les vendredis et on se racontait nos histoires.
c'était effectivement donc tous ces points communs sur l'architecture du goût. Dans les titres possibles de ce livre, on avait aussi parlé d'architecture du goût. Mais finalement, au cœur du goût, ça raconte vraiment cette plongée jusqu'à quasiment la molécule, les molécules et les mélanges. Et puis ce recul tout à coup qu'on prend en créant une recette. Alors donc moi, je n'apportais que ma partie sensible sur le parfum et aussi sur l'architecture des parfums que j'essayais de partager avec Pierre pour que Pierre fasse la recette. Je me rappelle du parfum grand-mère. Il Oui, y a une odeur que j'appelle l'odeur grand-mère. J'ai dit, c'est quoi? C'était violette safran. Anis. Violette anis, Violette voilà. anis. Et du coup, ça m'a amené à créer un macaron violette anis. Et puis alors, ce qui a été amusant aussi, c'est d'essayer de recréer des odeurs. En fait, notre challenge, c'était... Alors, on vous fait la pub pour un livre qui est épuisé, donc je crois qu'il doit y avoir 3 exemplaires en vente. Ouais, j'ai essayé de le trouver à la librairie Gourmande sur hier. Ils Donc, m'ont dit non. c'est pas une séance de pub, on vous rassure. Donc, ce qui était notre challenge, en fait, c'était de ne surtout pas donner le goût d'un parfum à un aliment. Ça aurait été vraiment raté. C'est cata. Ça aurait été la cata, effectivement. Et donc, le but, c'était de partir d'une structure d'un parfum et la transposer avec savoir-faire, avec intelligence, avec sensibilité, sur une recette que Pierre inventait, une recette de pâtisserie. Et donc, ça a donné 70 recettes, je crois, qui ont vraiment été une jubilation. Alors, il y avait double jubilation parce qu'il y avait celle de l'échange et de se projeter dans ces associations de saveurs parfois insolites. Et puis après, une fois que j'avais écrit la recette, c'est de les goûter. Parce que là, du coup, il y avait, on prolongeait cet échange à la séance suivante par la dégustation. Et ce qui nous a amené à rectifier en disant, pour moi, il y a trop de ceci, trop de cela. Et ça a été vraiment une belle aventure. On s'était promis de recommencer. Ouais. Pour l'instant, le temps nous manque, mais Au cœur du on a goût, encore le beaucoup de choses à retour. faire. Cette notion de création de goût et d'association de goût, elle paraît assez évidente dans vos 2 métiers. En revanche, je trouve que dans le vin, elle paraît moins évidente, alors qu'il y a toute une déclinaison des parfums du vin, alors qu'on n'a qu'un produit qui donne tout ça, c'est le raisin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi on a autant de sensations dans le vin, de fruits différents ou d'arômes différents? Parce qu'on ne les choisit pas, on les subit. Donc, Mais comment? Comment par l'effet du millésime, par l'effet du raisin. Et puis donc, c'est l'effet, c'est de par une espèce de mémoire olfactive, et puis peut-être aussi de mémoire de gestes techniques, de pouvoir capter. Moi, il y a le plus beau moment de l'année, c'est quand on arrive proche de la maturité. Et moi, j'ai jamais fait d'études, je suis pas œnologue. Donc quand on donne une analyse, je comprends rien. Et à la limite, ça me perturbe, donc je les regarde même pas. Et en fait, on passe beaucoup dans chaque parcelle pour goûter les raisins. Et là, vraiment, mais on bouffe des tonnes de raisins, hein, c'est un truc de fou. On fait 18 km par jour pendant 3 mois, et toute la journée, on bouffe des raisins. Et je ne sais pas combien de tonnes de raisins on peut bouffer. Et en fait, de par cette connaissance et de par cette expérience, quand vous goûtez le raisin, le vin, vous le voyez. Vous voyez, donc ça vous donne un guide, et plutôt que d'appliquer une espèce de recette où vous dites je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, il y a plein d'idées qui arrivent et qui vont être mises en place, et ce sont souvent des idées qui sont basées sur l'extraction, sur les températures de vinification, pour pas cramer tel type d'arôme qu'on pourrait trouver, ou pour éviter d'extraire dans un millésime un peu difficile des tanins, des pépins qui peuvent donner des finales légèrement métalliques. Voilà, ce sont que des subtilités, mais ce sont des choses, si vous voulez, qu'on observe et qu'on subit. Parce que le travail de vigneron, ça reste un travail agricole, même si c'est une agriculture de luxe. Et finalement, notre métier, c'est un peu, comme je le disais tout à l'heure, de déjouer un peu les pièges de la nature et d'éviter de tomber dedans pour arriver à réaliser le produit le plus proche de ce que vous imaginez pour un produit représentatif du lieu, quoi. C'est pas très clair ce que je raconte. Si, c'est clair.
Non, j'allais dire, non, c'est fascinant, ça fait rêver. Effectivement, il y a cette impression de... Alors, vous disiez subir, c'est ça ? Oui, parce que moi, si je vous voulez, crois pas, au contraire, c'est dompter ou... Ouais, dompter, mais subir quelque chose, parce que si vous voulez, ça rejoint un peu la première question. Vous êtes des créateurs parce que vous avez des idées, et ces idées, finalement, vous êtes un isoleur de matières premières, et vous avez une palette de matières premières, et vous les assemblez, mais vous les choisissez. Et quand je dis que je les subis, c'est qu'elles vous viennent la nature. Exactement. Ouais. Donc, alors après, évidemment, on peut, de par une intelligence de travaux de sol, de qualité de viticulture, de prophylaxie, arriver à un raisin qui ressemble plus au raisin parfait, mais il aura toujours quand même le petit défaut. Si 15 jours avant les vendanges, il se met à faire un soleil très très fort et qu'on a des micro-brûlures sur les raisins, eh bien, c'est quelque chose qui va peut-être apporter quelque chose de différent, et dans l'odeur et dans le goût. C'est-à-dire qu'on aura des petites notes un petit peu confites qui peuvent être très très agréables, mais si on extrait trop, on va les renforcer, donc on va déséquilibrer. Et pareillement, en bouche, on peut avoir des choses qui sont un peu plus solaires, donc on va extraire un peu moins pour garder un maximum sur le thème de la fraîcheur. Mais c'est quand même une trace qui fait partie du millésime, et que le vin gardera pendant 10, 20, 30 ans, selon le temps qu'on le garde, comme un grain de beauté sur un visage ou quelque chose comme ça. Et ça, on ne l'a pas choisi, on ne l'a pas mis là, il était là. Est-ce que cette notion de terroir, en fait, d'influence de la nature, elle est importante aussi, enfin, dans vos deux spécialités? C'est-à-dire que le jasmin de Grasse, s'il y a une année, il y a un problème, voilà. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'en pâtisserie aussi, on subit, en fait? Pour la parfumerie, effectivement, les qualités, les provenances, les années aussi comptent. Ouais. À nous, avec justement une énorme différence, presque opposée avec le vin, c'est qu'on ne doit pas subir les années, et on doit donc essayer de les masquer, parce que vous n'accepteriez peut-être pas que votre parfum soit millésimé. Et alors, il y a eu quelques essais, je crois, mais voilà, si la rose... Ouais, oui, tout à fait. Et si la rose ne sent pas exactement ce qu'elle sentait l'année précédente, pour nous, c'est gênant. C'est difficile d'expliquer à nos clients que ça sent pas pareil cette année, ce sera un petit peu moins bon et ce sera meilleur l'année prochaine. Donc, on a un travail de réadaptation en essayant de mélanger justement les millésimes. Donc, on fait un assemblage. Donc, à mon arrivée chez Jean Patou, en 97, c'est une des premières choses que j'ai apprises avec Jean Kerléo, qui était mon prédécesseur. Il m'a montré comment faire des communelles et comment assembler des jasmins et des roses, enfin des jasmins de telle et telle année avec des roses de telle et telle année, pour que Joy, donc, qui était le parfum phare de cette maison, qui n'était pas encore Dior, je ne ferai pas de commentaire, moi non plus, soit toujours le même, enfin vraiment ne change pas d'année en année. Donc il y a effectivement cette influence du terroir. La rose, donc les espèces, bien sûr, la rose centifolia, la rosa damascena, le pays, le terroir, bien sûr aussi le climat, le temps qu'il a fait cette année-là, tout cela est très important, et donc on peut parcourir, pas nous-mêmes, mais en tout cas nos fournisseurs, des milliers de kilomètres pour aller trouver la bonne qualité. Et voilà, quand Pierre me parle du cumin et de ce cumin qui est meilleur parce qu'il a cette petite note un peu hespéridée, citronnée, c'est un discours que je reçois à 100%, pleinement. C'est une grande partie de ma passion pour le parfum. Et vous, Pierre, vous subissez le terroir parfois aussi ou... Dans les années 93-94, j'ai parlé à mon fournisseur de chocolat, qui était Valrhona à l'époque, en disant moi j'aimerais bien avoir des chocolats pure origine d'une ferme en particulier, et d'identifier comme ça des fermes ou des plantations. Et à l'époque, le directeur commercial me disait oui, mais tu n'auras pas d'une année à l'autre, tu auras un chocolat différent. J'ai dit formidable, c'est intéressant aussi ça. Pourquoi j'aurais toujours le même chocolat? Et puis j'ai laissé tomber pendant quelques années. Puis petit à petit, un jour, Valrhona m'a dit on a des possibilités d'avoir des fermes de plantation uniques et de faire un chocolat à façon. Donc c'est comme ça que j'ai développé avec eux des chocolats de la plantation de Paineiras au Brésil, de
d'une plantation au Belize ou la plantation Millau à Madagascar, qui nous a permis d'avoir des chocolats qui ont une vraie identité et qui, d'une année à l'autre, peuvent être légèrement différents parce que les conditions climatiques. Après, en saison, j'utilise des citrons de Sicile. Il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit avec des citrons d'autres origines qui ont des goûts de moisi, enfin qui séjournent pendant des mois dans des frigos. Ça n'a rien à voir. Alors malheureusement, il n'y en a pas toute l'année. Il y a une saison qui commence quand tout va bien début novembre et qui se termine quand tout va bien début mai. Mais ça nous permet d'avoir... Après, il y a des produits qui n'ont pas beaucoup de variations. Par exemple, je pense par exemple au beurre. On utilise du beurre de la Viette, qui est une petite laiterie de Charente. Et là, on a peu de variations. Il y a une régularité, parce que ça tient certainement à l'alimentation du bétail. Et dans certains produits, comme la crème fraîche, qui vient d'Alsace, là, on cherche absolument pas de goût et pas de variation de goût, parce que s'il y a des amers, s'il y a des acides, ça déforme le parfum du fruit auquel je l'associe, ou du chocolat, ou du café auquel j'associe la crème. Donc je cherche une crème la plus neutre possible, avec une acidité très, très low profile. Et donc du coup, là j'ai besoin d'un goût assez uniforme du 1er janvier au 31 décembre. Donc chaque ingrédient a correspond à un besoin et à un profil. Mais c'est une bonne partie de mon travail, la recherche d'ingrédients. Et dans la maison, je suis le seul à pouvoir décider du choix des ingrédients. D'accord. Oui, effectivement. Alors nous, on n'est pas... on se repose beaucoup sur le travail de nos fournisseurs de matières premières naturelles. Et donc, ils veillent aussi pour nous sur le sourcing de tous ces ingrédients. Et on a quelquefois des qualités différentes selon les saisons. Par exemple, la mandarine, elle a trois moments de récolte et qui donnent 3 odeurs différentes, très intéressantes. La verte, la jaune et la rouge. Donc on comprend bien qu'effectivement, elle va prendre en puissance, prendre en force, en arôme. Et là, à ce moment-là, ça devient 3 produits différents. Alors que pour donc un même produit, on essaye effectivement, nos fournisseurs essayent de toujours maîtriser la qualité pour que nos parfums ne changent pas. Au début, Jean-Michel, vous avez dit que il fallait avoir des arômes assez neutres pour pas que les parfums changent d'année en année, parce que sinon les clients allaient un peu tiquer, entre guillemets. J'ai pas entendu neutre, moi. Non, pas neutre, mais pardon, pas neutre, mais qu'il fallait régulier, réassembler. pardon. En fait, il fallait régulier, réassembler. mais voilà, comme ça, les parfums ne changeaient pas. Les différences. Mais justement, la question, est-ce qu'il est difficile ou facile d'imposer un goût en règle générale? Je reprends juste ce paramètre-là pour... Alors, je ne cherche pas à imposer des goûts. Au contraire, je propose. Dans mon cas, c'est une maison qui est toute jeune. On a déjà 11 parfums. Et donc, ce qui m'intéresse, alors là, vraiment pour le coup, par rapport à mon ancienne vie, mes anciennes vies, c'est de ne plus m'intéresser à la partie un peu consommateur au sens mauvais du terme, les tests de consommateurs, savoir qu'est-ce qui va plaire, etc. Mais au contraire, proposer. Et la grande liberté qu'on a dans les maisons de parfums de ce qu'on appelle de niche, c'est de proposer des collections et donc de ne plus proposer un seul parfum en cherchant à l'imposer justement et à créer une tendance ou à créer un succès. Le succès vient de l'estime que les gens, les clients, vont porter à notre savoir-faire en choisissant ce parfum dans notre collection. Ça, c'est formidable. C'est quasiment un autre métier. J'ai l'impression d'avoir changé de métier en créant ma maison. Et pour vous, Stéphane ou Pierre, est-ce que dans vos domaines, est-ce qu'il y a cette capacité d'imposer, ou non d'ailleurs, le goût par vos créations?
Pour moi, il n'y a jamais la volonté d'imposer, il y a la volonté de proposer une expérience, soit sur un goût unique, soit sur des associations de saveurs. Imposer, ça serait prétentieux, donc je m'en garde, mais j'aime bien proposer des choses qui sont des interprétations personnelles. Je dis ça parce que j'ai plusieurs façons de travailler. J'ai une façon qui consiste à travailler sur des goûts uniques et d'essayer de les porter au maximum de ce que je sais faire, ce que j'appelle les infiniment, infiniment vanille, infiniment noisette, infiniment café, infiniment jasmin et d'autres. Et puis il y a une autre voie qui consiste à créer des associations de saveurs. Et vous connaissez Ispahan, vous connaissez peut-être Satine, Envie, Jardin Secret, Jardin en Méditerranée, non, ça c'est le parfum. C'est Hermès. Mogador. Jardin d'Armor, qui sont des noms de macarons. Là, c'est toujours des associations de saveurs que j'essaye de partager et c'est proposer une expérience, et je pense que beaucoup de gens franchissent la porte des boutiques de la maison justement pour avoir cette expérience, pour découvrir des choses et puis d'autres aussi pour trouver quelque chose qu'ils connaissent, la vanille, le caramel, le café. Voilà. Rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a un risque, vous l'aviez évoqué légèrement, l'uniformisation du goût, c'est quelque chose qui vous soucie particulièrement ? Non, c'est quelque chose qui existe, c'est un peu ce que disait Jean-Michel, c'est d'avoir obtenir cette liberté, de pouvoir s'extraire de ces contraintes, de faire un produit pour le fait que ça plaise. Je crois que quand même, quand on est passionné par nos métiers, on devient aussi un peu privilégié, dans le sens où, si vous voulez, moi je parle pour mon cas personnel, j'ai un monde intérieur, j'ai une bulle qui est magique et qui est d'ailleurs très chiante. Je suis invivable parce que parfois vous pouvez me parler mais je vous entends pas parce que je suis ailleurs. Et cet ailleurs, il est rempli de choses qui me passionnent. Quand on est passionné, on aime communiquer sa passion, on aime la passion chez les autres, et donc quand je dis qu'on est privilégié, c'est que je pense qu'on a accès aussi à des choses très belles, très sensibles, très rares, que ça soit dans la gastronomie, que ça soit dans... Moi, j'ai la chance de goûter énormément de grands vins, parce que quand je rencontre des gens, voilà. Et je pense que tout ça, ça nourrit un peu cette bulle, et que je pense que l'inspiration, elle n'est pas... On ne prend pas une page blanche en disant je vais m'inspirer, s'il y a des choses qui viennent naturellement, parce que je crois qu'on a un monde qui est un peu riche et qu'on a la chance, quand on a un peu de réussite, d'avoir accès à des choses qui sont belles et qui sont rares. Justement, en parlant de vos mondes intérieurs, vous avez, on dit souvent que ce soit les œnologues, les parfumeurs, les pâtissiers aussi, une bibliothèque mentale d'odeurs, de goûts, de saveurs, donc autant olfactive que gustative. Je crois qu'en fait, un nez reconnaît à combien d'odeurs, je ne sais plus exactement. Alors est-ce que c'est ça dépend peut-être des parfumeurs aussi. Je vais devoir casser une légende. Ah, zut. On a à notre disposition des milliers d'ingrédients. Ouais. Dans les naturels, on a environ 250, 300 ingrédients naturels à notre disposition. C'est finalement très peu, c'est pas grand-chose. Et à côté de ça, dans les ingrédients de synthèse, on a des milliers, donc 5000, 6000. Alors est-ce qu'un parfumeur est censé les reconnaître toutes ? Non. Je ne crois pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir organiser son esprit pour aller les chercher le jour où on en a besoin. Et c'est là où vraiment la différence arrive d'un parfumeur à l'autre. C'est quand on a tout senti, alors des milliers peut-être pas, mais quand on sait aller dénicher les bonnes odeurs aux beaux endroits, donc aller rencontrer les fournisseurs, sentir leurs nouveaux ingrédients, aller sur place aussi, comme je le disais tout à l'heure, donc sentir et voir les matières premières naturelles. Quand on se crée cette bibliothèque d'odeurs, on n'est pas forcément censé les reconnaître un peu comme un chien de foire, comme
comme un savant, mais en revanche bien connaître leur existence et donc savoir utiliser cet outil-là, c'est une vraie valeur ajoutée pour un parfumeur. Donc il faut être extrêmement curieux. Et d'ailleurs, je ne me contente pas de mes matières premières. Voilà, oui. Notre amitié avec Pierre date d'il y a maintenant très 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 longtemps. Et on a confronté et surtout croisé nos univers. Donc le vin, je m'y intéresse aussi beaucoup. Mais alors vraiment, je me sens tout petit vis-à-vis de mes deux voisins là. Pierre ne vous le dit pas, mais c'est un grand connaisseur du vin. Mais voilà, les cigares aussi, pendant un temps, j'ai fumé des cigares. Alors, je me suis vite arrêté parce que c'était quand même un peu compliqué. Parfumeur, mais oui, voilà. Mais tout ce qu'il y a, voilà, tout ça est vraiment intéressant. Donc, il faut vraiment, allez, on va dire, garder le nez en l'air. D'accord. Pierre Hermé, en fait, on parle souvent d'architecture dans le parfum. Il y a la pyramide olfactive, il y a dans le vin aussi, puisqu'on parle de vin charpenté. Et j'ai lu qu'en fait, avant de créer vos gâteaux, vous les dessinez, comme un architecte dessine un plan. Et j'aurais aimé, et vous dites d'ailleurs architecte du goût, ce que vous avez déjà expliqué tout à l'heure. Comment vient ce dessin en fait? Comment voilà, en fait, quand je parle d'architecture du goût, je ne fais pas référence au dessin, mais à la construction en étape du goût. Ouais. C'est-à-dire, c'est un ensemble qui va de la saveur, en passant par la texture et la température. Et c'est ça que j'appelle l'architecture du goût. Après, pour pouvoir rendre les produits que j'ai en tête visibles par mes collaborateurs, je fais un dessin, mais c'est plutôt un schéma qu'un dessin. Et puis j'écris une recette. Ça veut dire que j'écris un équilibre entre les ingrédients. Je ne sais pas, si je fais le macaron Jardin d'Armor, qui est composé d'une pâte sablée au blé noir et d'une crème au blé noir, ben, j'écris la recette de la pâte sablée, j'écris la recette de la crème, et j'imagine les équilibres entre les ingrédients. Ce qui nous sert aussi de base de discussion. Ça veut dire que à travers la recette, je fais un choix d'équilibre des ingrédients, mais je fais un choix technique aussi, qui leur donne matière à réfléchir ou à me contredire, en disant ben, moi j'aurais bien essayé d'aller dans ce sens-là. Ben, ok, vas-y, on n'a rien de mieux à faire que si on est plusieurs à avoir une idée. Donc c'est un langage, ce dessin est un langage pour travailler avec mes collaborateurs. Et alors après, il y a quelques dessins que j'ai ensuite, a posteriori, enjolivés pour pouvoir les rendre publics, pour que ça donne à comprendre le travail que je fais. Donc, mais c'est vraiment une façon d'échanger. Par exemple, dans un gâteau, il y a différentes couches, ben, ça me permet d'illustrer l'épaisseur des couches et l'équilibre entre les différentes couches du gâteau. Et ça me permet, dans un premier jet aussi, de me donner une idée de l'aspect du gâteau. Parce que je conçois toujours d'abord le goût et ensuite seulement l'aspect. Une fois que j'ai le goût, l'aspect, pour moi, il arrive quasiment spontanément. Parfois, on rame. Mais c'est parce que pour moi, dans un gâteau, le gâteau doit mettre en valeur le goût, il ne doit rien avoir d'inutile. Donc, pas de petits décors enroulés de chocolat ou de décor qui n'a aucun rapport avec le goût. J'essaye toujours que le visuel du produit ou du gâteau ait un rapport au goût. Alors parfois, c'est un rapport que moi j'imagine et qui n'est pas toujours perceptible, mais le plus possible, j'essaye de le rendre perceptible. D'accord. Par exemple, on a lancé un gâteau récemment qui s'appelle Elena, qui est inspiré de la cassate napolitaine, donc à base de ricotta, de fruits confits, et je l'ai associé à la pistache. Le gâteau, il a une couleur pistache, de 2 pistaches, et il y a des morceaux de pistache dessus, et donc pour moi, ça évoque la pistache, ça évoque pas la ricotta,
Mais la ricotta, pour l'évoquer, bonne chance, je suis obligé de mettre une vache dessus ou une brebis, parce qu'il y a de la ricotta, c'est fait avec la ricotta de brebis, donc c'est un peu plus difficile. Mais j'essaye vraiment qu'il y ait une cohérence entre le goût et la représentation que je veux donner. Et je m'autorise que très rarement des fantaisies, comme les pétales de rose sur Ispahan, mais je trouvais que ça donnait tellement de poésie au gâteau que je me suis autorisé cette fantaisie. Donc on a des sculpteurs de vin et de parfum et un architecte du goût avec nous. Pierre Hermé, vous avez lancé tout récemment en fait, une collection de 8 parfums au 86 Champs-Élysées, lieu que vous avez créé en partenariat avec l'Occitane. Comment s'est senti Pierre Hermé, parfumeur, dans ce rôle-là? Donc, comme je disais, j'ai quelques passions, dont le vin et les parfums. Mais j'ai jamais fait de vin, donc... tout est ouvert. Dans l'exercice de créer des parfums, j'ai fait un premier travail avec l'Occitane il y a 3 ans ou 4 ans, 4 ans pour créer 3 odeurs qui ont fait partie d'une collection éphémère. Il y avait Immortel Fleur d'Oranger, enfin Immortel Néroli et Jasmin. Il y a un rhubarbe pamplemousse et un miel mandarine. Et donc, cette collection a eu un certain succès, parce que collection éphémère, d'ailleurs, qui va être rééditée et diffusée dans tous les magasins l'Occitane. Et donc, le propriétaire de l'Occitane, René Olgéger, m'a demandé si j'avais pas envie de créer d'autres parfums. Et il m'a dit, il faut en créer plusieurs, il faut en créer au moins 5-6, comme tu veux, et tu fais ce que tu veux. Donc, à partir de là, j'ai réfléchi à des choses que j'ai envie, et je me suis dit, il faut quand même que je m'entoure de quelqu'un dont c'est le métier. Parce que même si j'ai des envies, si j'ai une connaissance des matières, j'ai besoin de quelqu'un qui fait le lien avec les gens qui produisent les matières premières. Et donc, c'est mon voisin ici présent qui m'a aidé à travailler sur à décrypter ce que j'avais en tête pour en faire le lien avec les maisons qui font les matières premières. Et donc c'est comme ça que j'ai créé 8 odeurs. J'aurais pu en faire plus, mais j'ai commencé, je crois, on avait 16. Et petit à petit, j'ai éliminé des choses sur lesquelles je n'arrivais pas à aboutir. Et donc, il y en a une qui est feuille et fleurs d'oranger, rose safran, figuier rose, pamplemousse cassis, matcha, thé vert matcha framboise et fruits de la passion. Et citron noir. Et citron noir, oui, je l'avais oublié, qui est excellent, ce citron qui est noir. particulièrement bon. Tout ça correspond à des envies, à des odeurs que j'aime beaucoup. Le citron noir, c'est un peu ma dernière marotte. J'ai commencé par en faire un macaron, ensuite j'en ai fait un bonbon chocolat. Là, pour Noël, il y aura une bûche au citron noir et entre-temps, il y a eu le parfum. Je ne sais pas si vous connaissez le citron noir, mais c'est une odeur qui est très, très, très profonde. On retrouve une bonne partie de ce qu'on aime dans le citron, c'est la fraîcheur, le parfum, mais avec une profondeur d'odeur, avec des aspects boisés, presque réglissés, qui donne un très 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 joli parfum. C'est un ingrédient qui est utilisé dans la cuisine iranienne ou irakienne. Ce sont des citrons qui sont bouillis à l'eau et séchés au soleil. C'est génial. Hein. Si vous en trouvez, j'en ai vu en Iran juste pour les sentir cet été. Ouais, c'est top. Et vous, Jean-Michel et Stéphane, est-ce que aussi vous dessinez un parfum ou dessinez un vin est-ce que vous avez un peu le même processus que nous a expliqué Pierre? Alors, Stéphane, peut-être. Non, je dessine pas de vin. En revanche,
si vous voulez, quand vous mettez un vin en bouche, il faut qu'il vous raconte une histoire. Et cette histoire, elle peut être résumée par une courbe. Non pas un dessin, mais une courbe. Et en fait, voilà, quand vous mettez du vin en bouche, instantanément, vous avez cette notion de courbe. Parce que le vin, ça commence avec une attaque, c'est-à-dire la première sensation quand vous mettez le vin en bouche, qui peut être suave, qui peut être carré, comme je disais tout à l'heure, qui peut être fine. Et ensuite, il y a le développement de l'histoire avec le milieu de bouche, qui est très important. Et certainement le plus important, celui qui va garder, qui va créer l'émotion, c'est ce qu'on appelle la finale. C'est la fin du film, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit belle. Et donc en fait, effectivement, vous avez toujours cette notion de courbe, mais qui se dessine pas d'une manière physique, mais qui existe, quoi. Donc voilà, je dessine pas, mais il y a quand même cette question de forme, cette question de construction qui est très importante dans la notion d'équilibre et de plaisir aussi. Parce que finalement, je crois que le résumé de notre métier, c'est de donner du plaisir aux gens. Ça peut être c'est le seul objectif, hein, c'est de donner du plaisir, de procurer des émotions. Sinon, tout le reste, c'est de la littérature. Hein. Alors, vos métiers sont traditionnellement plutôt masculins. Il y a ce soir que des hommes sur le plateau. Mais ce sont aussi des métiers qui se féminisent de plus en plus. D'ailleurs, il y a une... Chez nous, on doit être à une quasi-parité. Oui, puis il y a une pâtissière, Christelle Bruat, qui elle aussi a meilleure réussi... pâtissière du monde. Voilà. 2 restaurants. Talent énorme. Voilà. Est-ce que les femmes créent comme les hommes, selon vous, messieurs? En parfumerie, en tout cas, il y a des femmes, évidemment, parfumeurs créateurs. Certaines ont été très célèbres. Germaine Cellier, par exemple, ou Sophia Grossman, qui a créé Trésor de Lancôme, par exemple. Donc oui, bien sûr. Je pense que ça n'est pas lié effectivement au genre, mais je pense que c'est lié à notre amour pour le parfum, pour les ingrédients, les matières, et l'envie et la curiosité de créer. Donc, mais est-ce que c'est la même façon de créer? C'est ça que ou est-ce qu'il y a une sensibilité différente, ou voilà, ou est-ce que en fait, voilà. Certainement même je pense que chaque créateur a une sensibilité différente, une sensibilité propre, et a fortiori homme-femme, il y a forcément des différences, mais ce sont des opportunités plus qu'un avantage ou un inconvénient. Dans le vin, dans le vin, il y a de plus en plus de femmes. Et c'est une très bonne chose. Il faut savoir que jusqu'à un temps pas très reculé, les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les chais, dans les caves pendant les périodes, parce que ça faisait tourner le vin. Donc, et ça, c'est pas si vieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui... Et on a des stars aussi, on a des femmes célèbres. Marie-Thérèse Chapaz en Suisse, magnifique. Il y a eu Christine Valette à Saint-Émilion, Lomondo, magnifique. La Louise Leroy, Dominique Ovette, Anne-Claude Lefebvre. Il y a un tas de domaines qui ont été menés de manière magistrale par les femmes. Je ne sais pas, moi je rejoins Pierre, je ne sais pas si le fait de mettre un sexe sur la personne, ça transforme la sensibilité. Je pense que quand on est dans le monde du sensible, il y a forcément un côté un peu féminin qui s'exprime chez l'homme et pareil chez la femme, parce que les femmes enfin, si vous connaissez Marie-Thérèse Chapaz, c'est un amour, mais à mon avis, il faut bosser avec elle. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Vous avez évoqué le phénomène de starification, qui était ma Château d'Yquem aussi. Prochaine question. Puisqu'en fait, moi j'avais l'impression qu'effectivement, il y a un vrai phénomène de starification chez les pâtissiers, peut-être aussi dû aux émissions de télé, mais puis à la multiplication des boutiques. C'est un phénomène qui commence à beaucoup se développer chez les parfumeurs, justement en passant par la création d'une marque, souvent. Pour le vin, moi j'avais un peu plus l'impression que c'était vraiment plus un phénomène d'initié, parce qu'effectivement les personnes que vous avez citées, je ne les connais pas. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a un côté moins grand public. Qui s'explique.
Voilà, quel est votre regard en fait sur ce phénomène de star? En fait, dans le monde du vin, il n'y a pas de starification parce que déjà, il y a un grand problème de communication. C'est l'imitation de la communication avec la loi E20. On ne peut pas beaucoup parler de vin, donc ça déjà, ça bloque énormément. Et en fait, je dirais que l'effet pervers de cette loi, au-delà de ne pas pouvoir communiquer comme peuvent le faire les chefs ou les pâtissiers ou plus aujourd'hui les parfumeurs, je crois que l'effet pervers, c'est vraiment qu'on n'a pas intégré en France que le vin, le grand vin, hein, parce que quand on parle du vin, on l'a pas élevé au rang d'un produit culturel. Ça reste un alcool, ça reste dangereux pour votre santé. Moi, j'ai jamais vu des gamins se bourrer la gueule avec du vin rouge de grande qualité, hein. Mais bon, il est considéré comme ça. Moi, j'ai la chance de travailler dans pas mal de pays. C'est souvent une fierté nationale, le vin. En général, le roi d'Espagne, quand il se déplace, il amène des viticulteurs. En Italie, à Rome, sur les bus, vous voyez des gens très beaux, très jeunes, souriants, avec un verre de vin à la main. Donc il y a une espèce de fierté parce que c'est lié au terroir, c'est lié. Et en France, je trouve qu'on a un peu de mal avec ça. Donc c'est pour ça que ça reste un produit un petit peu d'initié, parce que ça s'ouvre pas non plus au grand public. Vous avez parlé des émissions de télé, c'est intéressant parce que, aussi bien en matière de cuisine qu'en matière de pâtisserie, ce qui est formidable dans ces émissions, c'est que ça donne envie à des tas de jeunes à venir vers nos métiers. Et ça n'a pas de prix. Et c'est cette transmission qui, moi, m'a intéressé pour participer à une émission de télé. Ça veut dire que transmettre, bien sûr, aux jeunes qui sont sur le plateau. Alors, moi, j'essaie de le faire le plus normalement possible, donc avec mon exigence, qui parfois peut paraître un peu sévère pour des non-initiés, mais déjà transmettre avec ces jeunes qui participent aux émissions, et puis après transmettre aussi avec le public, et si par ricochet on arrive à donner envie à des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens arriver vers nos métiers de bouche aussi, des gens qui sont en reconversion. On en a beaucoup. Il y a quelques jours, on a fait une journée de recrutement pour recruter des talents dans tous les métiers de la maison. Et on a eu dans les métiers de la pâtisserie, du service ou de la cuisine ou du barista, des gens qui sont, beaucoup de gens en reconversion. Donc c'est intéressant parce que des gens qui choisissent des métiers, parfois font des études et ensuite vont vers nos métiers. Et je pense que l'air du temps, les émissions de télé, ils sont pour quelque chose et c'est formidable. Et aujourd'hui aussi, je crois que dans les gens qui nous gouvernent, on a pris conscience que l'apprentissage des métiers était quelque chose qui pouvait permettre aux gens de s'accomplir dans les métiers artisanaux, donc formidable. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans cette médiatisation de ces métiers, on se rend compte combien l'imaginaire est important. Parce qu'il n'a échappé à personne qu'on n'arrivait pas à goûter ce qu'on voyait à l'écran. Et pourtant, il y a un succès fou, et pourtant ça donne extrêmement envie. Bien sûr, le visuel est important, et donc là, pour le coup, la télé est importante et fonctionne, mais en voyant toutes ces émissions, on a une idée du goût. Si bien que pendant longtemps, je me suis dit, mais et s'il y avait la même chose pour les parfums, et s'il y avait des émissions de télé où on verrait des jeunes nés, des jeunes parfumeurs proposer des créations à des nés plus anciens, comme moi par exemple, et je me disais non, c'est pas possible, c'est pas intéressant. Puis de toute façon, ça sentirait. Enfin voilà. Et en fait, je me rends compte que si. Je pense que moi, quand je vois ces émissions-là, j'ai une idée du goût et ça donne envie, comme tu le disais Pierre, d'aller plus loin et d'aller justement dans les pâtisseries ou dans les restaurants pour aller goûter. Je crois qu'il y a un parfumeur qui s'appelle Mark Buxton qui a été découvert dans une émission de télé en Allemagne, qui s'appelait Wetten, das, où on lui demandait il n'était pas du tout parfumeur à la base, et en fait c'était un jeu,
On lui demandait de deviner ce qu'il y avait dans les parfums, et enfin aujourd'hui il est devenu né. Donc il n'y a pas que les Zipcar. Je ne savais pas. Vous ne savez pas? Je connais ce parfumeur, Oui, oui. Mark Buxton, mais je ne savais pas. Il a une. Je ne connaissais pas son parcours. Voilà, donc il y a déjà. C'est peut-être le début d'une idée d'un jeu sur le parfum. Ouais. J'avais été contacté par une télé du Moyen-Orient, je crois que c'était à Dubaï, pour ce genre d'émission. Ah oui. Et finalement, ça n'a jamais eu lieu, mais en tout cas, l'idée a l'air d'être dans l'air. On considère souvent comme le vin et le parfum des produits de luxe, réservés à des initiés pour le vin, etc. etc. Qu'en est-il pour vous, Pierre-Hermé, dans la pâtisserie? Est-ce qu'il y a aussi une pâtisserie un peu de luxe ou qui se voudrait de luxe? Est-ce que vous voyez une sorte de tendance ou ce phénomène qui arrive dans votre métier? La réponse elle est un peu complexe, mais je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. Quand j'ai créé cette entreprise, ma volonté c'était vraiment de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Ce qui existait déjà dans le domaine du chocolat avec Jean-Paul Evin, Maison du Chocolat et compagnie, chez les traiteurs de luxe comme Fauchon Le Nôtre ou Dalloyau, mais qui n'existait pas dans le domaine de la pâtisserie uniquement. Et donc, ma volonté, c'était ça. Alors, quand on dit pâtisserie de luxe, ça correspond à quoi? Ça correspond bien sûr à un produit d'un très bon niveau de qualité, avec beaucoup de créativité, un univers boutique qui fait référence au code du luxe, une qualité de service, une qualité un soin apporté aux emballages, un souci du détail. Et donc c'était vraiment notre idée. Cette idée, on la poursuit toujours. Mais il faut quand même savoir qu'on peut parler de luxe, mais ça reste quelque chose à manger. C'est-à-dire, et qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire, on peut... on dit toujours le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Donc, on peut s'en passer... et ça reste quelque part un peu superflu, donc pas se monter non plus la tête. Mais c'est vrai que ça a toujours été le but que j'ai poursuivi. Alors aujourd'hui, on fait des choses un peu différentes. On a créé en face de la rue Bonaparte un café qui, lui, se veut être plus décontracté, avec la même qualité de produit, avec la même attention de service, mais avec un lieu plus convivial. Donc on essaye de diversifier les possibilités. On a créé un autre lieu qui est Beau Passage, qui est un salon de thé où on a à la fois une carte salée, une carte sucrée, un barista, de la vente de pâtisserie. Donc aujourd'hui on essaye d'aller vers des choses très différentes, mais en poursuivant toujours le même objectif. Mais c'est finalement que des choses à manger, hein, donc c'est pas indispensable. Mais tu fais partie du comité Colbert. Mais la maison Hermé, avec quelques autres maisons dans le même métier, fait partie du comité Colbert, comme le nôtre, comme Potel et Chabot, la Maison du Chocolat et les grands hôtels parisiens. Puis bien sûr toutes les maisons de luxe françaises. On va conclure et passer bientôt aux questions. Alors, on a d'abord 2 dernières petites questions pour conclure. Y a-t-il un gâteau, un parfum ou un vin que vous n'avez jamais réussi à créer ou à réaliser, on va dire? Forcément, ouais. Je veux dire, sinon, il n'y aurait plus d'intérêt. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément une espèce de modèle de perfection qu'on essaye d'atteindre, et puis voilà, on l'atteindra jamais, puis c'est bien comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Moi, la tarte au quetch que faisait mon père, j'ai jamais réussi à retrouver ce goût-là. Hein. Il faut monter les cendres, j'y essaye tous les ans. Et puis, quand je suis arrivé chez le nôtre, il y avait en apprentissage, il y avait une glace marron poire. Je n'ai jamais réussi à la faire aussi bonne. En tout cas, aussi bonne que dans mon souvenir.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé la glace et le gâteau que j'ai fait, je l'ai appelé hommage, c'est un hommage à Gaston Lenôtre. Donc on a tous des choses comme ça qu'on essaye de reconstituer et qu'on n'y arrive jamais. Je relie votre question à une question qu'on me pose aussi souvent sur combien de temps on prend pour créer un parfum. C'est une question évidemment qui a plein de réponses et que je relie à votre question parce que je vais sortir en début d'année prochaine un nouveau parfum que j'ai mis 25 ans à créer. C'était peut-être le parfum que je rêvais de créer et que je n'avais pas encore réussi à créer. Et pourquoi est-ce que j'ai pu lui donner naissance? Tout simplement parce que j'ai créé ma propre maison et que je ne me suis pas fixé de limites marketing, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un parfum que j'ai commencé avant d'entrer dans la maison Jean Patou sur l'idée d'une odeur, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas très liée au cuir et à l'équitation, que j'ai travaillé, retravaillé, oublié, laissé tomber, repris en changeant de maison. J'ai essayé de le retravailler pour telle maison, donc pour Jean Patou, puis pour Rochas, et puis pour d'autres marques. Et puis finalement, en créant ma maison, d'un seul coup, l'idée m'est venue de dire, mais tiens, vas-y, c'est le moment. Là, vraiment, tu vas pouvoir avoir ta liberté et créer ce parfum. Et voilà. Et donc finalement, j'ai pu aboutir à un résultat dont je suis content, suffisamment en tout cas pour le lancer et le proposer. Maintenant, je pense qu'il y a derrière nous et devant nous, surtout devant nos narines, des grands chefs-d'œuvre de la parfumerie comme Chalimard, comme Jiki, souvent beaucoup les Guerlain. Les anciens Guerlain, donc. Aromatique Elixir, j'en parlais cet après-midi. Alors je parle souvent de Pierre Hermé parce que c'est la dernière personne sur Terre à avoir un mouchoir en tissu dans sa poche sur lequel il met le parfum de son épouse pour la sentir toute la journée. Et souvent, je te cite pour ça. Donc, voilà. Il y a un parfum de Guerlain qui s'appelle Mouchoir de Monsieur. Ouais. Mouchoir de Monsieur, ouais, tout à fait. Et juste pour finir, vous êtes vigneron, pâtissier, parfumeur. Si les choses avaient été différentes, quel métier peut-être auriez-vous aimé exercer dans une autre vie, dans un monde parallèle, s'il y en a? Parfumeur ou pâtissier? En fait, il y a une odeur que j'adore aussi, c'est l'iris. Et Jean-Michel m'a aidé à l'apprivoiser et à connaître un peu l'iris. Du coup, je l'ai utilisé, j'en ai fait un macaron. C'était iris violette, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, iris violette. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur de l'iris, mais c'est splendide. C'est l'odeur du Cabernet Franc sur calcaire. Ah, ouais. Ah là là, je veux goûter ce vin. Je vois ce que vous voulez dire, ouais. Ah oui. Ah mince. Alors moi, si j'avais pas été parfumeur, on parlait bien sûr, et c'est le thème, des liens entre parfum et goût. Donc peut-être la réponse la plus facile pour moi, ça serait de dire que j'aurais aimé être soit chef cuisinier, soit chef pâtissier. Mais c'est trop facile comme réponse parce que c'est tellement vrai, c'est tellement moi, je cuisine, voilà, c'est presque déjà mon deuxième métier. Et je crois qu'en réalité, j'aurais aimé être architecte. C'est-à-dire que j'aime effectivement, j'aime la géométrie, j'aime les formes, et c'est quelque chose que je ne maîtrise tellement pas bien que voilà, ça aurait été un fantasme d'être architecte. Je suis un amoureux à la fois des objets, donc du design d'intérieur, et puis aussi des énormes bâtiments qu'on peut créer, des hôtels. Je voyais que tu étais maintenant pâtissier du Morpheus, qui est un chef-d'œuvre absolu, voilà, parmi tant d'autres, hein, voilà, le Louvre aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, etc., etc. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé être architecte. Et Pierre Hermé, à part vous réincarner en iris, un autre métier? Un autre métier, en fait, j'avais un grand-père qui, à la retraite, s'occupait de jardins pour des gens. Et ça me fascinait comment de faire pousser des légumes, des fruits. Et puis j'avais un oncle qui était architecte. Et là aussi, j'avais une fascination pour quelqu'un qui était capable dans sa tête d'imaginer un bâtiment et qu'ensuite on puisse y habiter. Ça me paraissait, quand j'étais petit, ça me paraissait incroyable. Et aujourd'hui, ça me fait toujours rêver. Donc, ça aurait été maraîcher ou architecte. D'accord.
Merci à toutes, merci à tous, au nom de tous les trois. On a pris beaucoup de plaisir à faire cet échange et cette discussion. Merci beaucoup.